Dites-moi, je ne reconnais plus ma chambre. Tout à l'heure, je suis passé à la rue Petitot. J'ai pas retrouvé ma banque. Il paraît qu'ils sont à la route des Acacias maintenant. Vous vous rendez compte? À Carouge. Quelle honte! Et ce n'est plus la banque Ernest Pictet et compagnie. Non, ça s'appelle Pictet et compagnie SA, si c'est pas malheureux. Une société anonyme. Dans un métier qui est une longue tradition familiale, c'est vrai. Les Rothschild, par exemple, ça fait près de 2 siècles qu'ils font du vin. Les Mirabeau, ça fait près de 2 siècles qu'ils font de la voile. Les Lombards, par exemple, ça fait plus de 2 siècles qu'ils font de l'argent. Oui. Et les Pictets, ça fait plus de 2 siècles qu'ils font plus d'argent que les Lombards. Enfin, bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Je me suis baladé en ville tout à l'heure et j'ai pu constater que, au fil des années, les autorités nous ont rendu hommage, nous les Pictets. Ah oui, rue Pictet de Rochemont, rue Pictet de Boc, avenue Ernest Pictet. Il y a des Pictets partout. On a même un arrêt de tram. Alors que les Lombards, ils ont quoi? Un parking. Enfin, de toute façon, je peux vous dire que ce soir, je suis bougrement fier de l'avoir fondée, cette chambre de commerce. Bon, excusez-moi, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Alors, bien. Monsieur le conseiller fédéral, messieurs les conseillers d'État, mesdames et messieurs les députés, mais qui est-ce qui m'a rajouté ça? Mesdames et messieurs les députés, messieurs les députés, messieurs les représentants des milieux économiques, ecclésiastiques, politiques et diplomatiques, mes chers concitoyens, chers amis, il s'en est passé des choses en 150 ans. J'ai fait la liste. Donnez par exemple, en 1917, la Chambre de commerce développe la protection d'origine suisse, qui deviendra plus tard la certification d'origine, le fameux Made in Switzerland, qui donnera ensuite l'appellation d'origine contrôlée AOC. Bon, l'AOC, il y a quand même un peu d'abus, parce que récemment, j'ai vu une bouteille de vin genevois, et sur l'étiquette, c'était marqué AOC Genève. Franchement, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de vignerons dans le monde qui vont usurper l'appellation Genève pour vendre plus de pinard. Mais enfin, bon. En 1938, on inaugure la ligne de tram Cornavin-Lapraille, projet soutenu par la Chambre, bien sûr. 10 ans plus tard, en 1948, on inaugure la ligne Eaux-Vives-Annemasse, projet également soutenu par la Chambre. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous circulez si bien à Genève, c'est grâce à cette ligne Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse. Et quand je pense qu'il y a des abrutis qui étaient contre... En 1950, la Chambre soutient la construction de l'Hôtel du Rhône, qui est devenu le Mandarin oriental, tout fout le camp. En 1953, la Chambre soutient la création du certificat connaissance du français et aptitude à la correspondance française, spécialement créé pour les journalistes et les animateurs de la radio-télévision suisse romande. À ce jour, il n'y en a pas un qui l'ait obtenu. En 1961, la Chambre lance ce qui restera son plus gros succès, même s'il est la cause de plusieurs milliers de crises de nerfs par année, le carnet ATA. Oui, non, ça vous dit rien, non? Non, je pense que vous devez savoir de quoi je parle. C'est aussi en 1961 que la Chambre de commerce devient la Chambre de commerce et d'industrie. Et pour fêter ça, en 1963, elle soutient la construction d'une zone industrielle, la cité d'une Lignon, un des joyaux architecturaux de notre canton. Bon, alors, je ne vais pas vous faire toute la liste, parce qu'elle en a fait des choses, cette Chambre.
On saute en 1981 le premier rapport sur les parkings de dissuasion, qui depuis se sont transformés, maintenant c'est devenu les tarifs de dissuasion. En 1985, soutien total à l'initiative de la traversée de la Rade, qui sera soumise au peuple 10 ans plus tard, et offrira aux Genevois cette solution à la fois ambitieuse et novatrice pour une traversée de la Rade, le pont du Mont-Blanc. En 1993, Genève gagne, grâce à mon arrière-petit-fils Yvan Pictet. Et Genève gagne quoi en 1993? Une autoroute de contournement, avec dans chaque tunnel des magnifiques catelles multicolores. Ça, c'est bien le Conseil d'État. Tu leur commandes une autoroute, ils te livrent une salle de bain. Et pour terminer, en 2011, c'est le premier coup de pelle du CEVA. Et croyez-moi, avec le CEVA, il y a des coups de pelle qui se perdent. Mais je suis sûr que les 4 conseillers d'État qui sont ici ce soir vous en parleront mieux que moi. Non, oui, il n'y en a qu'un qui a prévu de faire un discours. Alors, en attendant, je passe la parole au plus récent de mes éminents successeurs, l'actuel président de la CCIG, Monsieur Pierre Poncet. Je vous remercie. Pierre Poncet, Monsieur Pierre Poncet. Bien le bonjour, Monsieur Poncet. Merci, Monsieur Pictet. Et bonne continuation. Mesdames et messieurs, chers amis de la Chambre de commerce, je vous souhaite une très cordiale bienvenue à notre 150e Assemblée générale. Parmi les nombreuses personnalités qui nous honorent de leur présence, je tiens à saluer tout particulièrement Monsieur le conseiller fédéral, Monsieur le président du Conseil d'État, Monsieur le président du Grand Conseil, Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les députés genevois aux chambres fédérales, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les maires, conseillers administratifs et adjoints des communes genevoises, ainsi que les représentants des autorités municipales, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires à Genève. Je souhaite également la bienvenue aux représentants des administrations fédérales, cantonales et communales, aux représentants d'économie suisse et des grands organismes économiques de notre pays, aux représentants des associations et organismes professionnels, économiques et touristiques de notre canton, des chambres de commerce suisses, binationales et étrangères, et des partis politiques. Il y a 150 ans, les luttes entre groupes politiques rivaux atteignaient un paroxysme tel que la Confédération envoyait des troupes pour rétablir le calme à Genève. Aujourd'hui, Berne nous envoie l'un des premiers citoyens du pays. C'est le signe que, à défaut d'être sages, les Genevois ont appris à régler leurs différends autrement qu'en bataille rangée. Je tiens à vous remercier, Monsieur le conseiller fédéral, de montrer par votre présence que vous vous souciez des préoccupations des gens du bout du lac. Lors de la création de notre institution, Ernest Pictet a énoncé 3 missions pour cette association. Tout d'abord, la Chambre de commerce devait éclairer les gouvernements cantonal et fédéral de ces renseignements. Les Genevois, dans leur générosité, sont toujours prêts à faire profiter le reste de la Suisse de leurs conseils. Cette mission est donc fidèlement remplie. Ensuite, la Chambre devait leur adresser des demandes et des suggestions. Là aussi, nous sommes assidus. J'ose affirmer que la Chambre a démontré sa capacité à être une force de proposition. Enfin, notre institution avait pour tâche, je cite, de propager nos principes de liberté commerciale dans le reste de la Suisse. Le principe de la liberté de commerce est désormais bien établi. Sa pratique est une autre histoire. La Chambre a toujours été opposée aux tarifs douaniers
et a soutenu les référendums de 1891 et 1902. Mais la majorité du peuple et des cantons, craignant l'afflux de marchandises étrangères à bas prix, avait néanmoins accepté ces tarifs, estimant qu'il convenait de protéger la production suisse. C'est un raisonnement voisin qui a conduit à l'acceptation, l'an dernier, du frein à l'immigration. Pour un canton qui abrite 60 000 emplois de plus que de résidents actifs, la mise en œuvre de cette initiative nous préoccupe tout particulièrement. Dans notre réponse à la consultation fédérale, nous tâchons conjointement avec les autres associations économiques d'adopter des solutions constructives. Pour nombre d'entreprises genevoises, toute restriction supplémentaire apportée à leur capacité d'embaucher de la main-d'œuvre étrangère constituera un puissant obstacle à leur pérennité. L'une des entraves les plus efficaces au développement économique est bien sûr la fiscalité. En décembre 1922, la Chambre avait fait campagne contre l'initiative fédérale proposant un prélèvement exceptionnel sur la fortune. En 2014, avec le même succès, nous avons fait campagne contre les initiatives cantonales et fédérales qui voulaient supprimer le système d'imposition d'après la dépense, dit forfaits fiscaux, d'après la dépense, pardon. Comme il est certains sujets dont on ne se lasse pas, le 14 juin prochain, nous voterons sur l'initiative baptisée « Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS ». Plusieurs millions sont en fait 2 millions. Cette proposition s'attaque au cœur même du tissu économique suisse, les PME. En effet, une large part des entreprises familiales envisagent de transmettre l'entreprise au sein de la famille. Or, la charge fiscale deviendrait insupportable pour les héritiers, avec, pour conséquence, une fermeture définitive de l'entreprise et des pertes d'emplois. Une fois de plus, la CCIG monte au créneau contre pareille ineptie. Le gros morceau reste bien sûr la réforme de la fiscalité des entreprises. Son objectif, supprimer les statuts fiscaux pour répondre aux attentes internationales. Pour la CCIG, il y a 2 enjeux majeurs. Tout d'abord, le nouveau taux d'imposition unique doit être suffisamment bas pour que les entreprises à statut ne déguerpissent pas. Rappelons que celle-ci génère directement plus de 20 000 emplois et 50 000 si l'on compte les emplois indirects. Le maintien de ces emplois sur nos territoires est un enjeu crucial. Le canton enregistrera néanmoins un manque à gagner. Comment celui-ci sera-t-il compensé? C'est le second enjeu. Pour corser l'affaire, le projet mis en consultation évoque l'introduction d'un impôt sur les gains en capital. Celui-ci s'ajouterait à l'imposition sur la fortune, dont on se souviendra au passage que la Suisse est l'un des derniers pays occidentaux à la pratiquer encore. Clairement, un tel impôt porterait un coup dur à notre économie. Il faut bien être conscient du fait que notre attractivité s'émousse, lentement mais sûrement. Le franc fort et le coût de l'immobilier dans l'arc lémanique sont autant de facteurs qui alourdissent les charges opérationnelles des entreprises. À cela s'ajoute l'incertitude générée par ces votations fiscales qui s'enchaînent dans une farandole diabolique. Et pendant ce temps, les places étrangères, asiatiques notamment, démarchent nos entreprises, leur faisant miroiter des conditions cadres plus favorables. Nous avons la chance, mesdames et messieurs, de vivre dans un pays prospère. Mais rien n'est jamais acquis pour l'éternité. Chaque coup porté aux conditions cadres crée une brèche. Quand la digue aura cédé au flot de la concurrence internationale, ce sera trop tard. Depuis 150 ans, notre Chambre, votre Chambre, mesdames et messieurs, œuvre inlassablement pour que votre voix, celle des entreprises, puisse être entendue par nos concitoyens et nos dirigeants. Ce soir, nous leur disons, il y a urgence à agir. Agir pour le maintien des emplois, agir pour une économie forte, agir pour une prospérité durable. Merci. Merci. Je
passe maintenant à la partie statutaire et déclare ouverte la 150e Assemblée générale de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Je constate que l'Assemblée générale a été régulièrement convoquée dans le délai légalement imparti. Je vous propose maintenant d'adopter l'ordre du jour. Y a-t-il une opposition? Alors, je vous avertis, je ne vois rien, mais il faut lever la main. Je constate que ce n'est pas le cas et je considère donc cet ordre du jour comme accepté. Je passe au point 2. Le procès-verbal de notre dernière Assemblée générale a été mis à votre disposition sur le site Internet, comme annoncé à l'issue de la dernière Assemblée. Quelqu'un en demande-t-il la lecture? Ce n'est pas le cas. Y a-t-il des commentaires ou des oppositions à ce procès-verbal? Je constate que ce n'est pas le cas et considère donc ce procès-verbal comme approuvé. Je passe au point 3 de l'ordre du jour, soit au rapport d'activité du directeur. Monsieur Jacques Jeanneret, vous avez la parole. La liberté d'entreprendre est en danger, mesdames et messieurs. Le résultat de la votation du 9 février 2014 sur l'immigration de masse a montré que nous sommes en danger dans la liberté d'entreprendre. Certains, sous des prétextes politiques qui ne sont pas toujours en phase avec les besoins de l'économie, s'amusent à lancer des initiatives sans en mesurer les conséquences. Et ces conséquences, elles affectent la vie des entreprises. Comme l'a rappelé Pierre Poncet, la ville de Genève est une ville-centre. Elle crée plus d'emplois qu'elle ne peut accueillir de résidents. Ainsi, le recours à la main-d'œuvre étrangère n'est pas, contrairement à ce que veulent nous faire croire quelques politiciens adeptes de la provocation, un dumping salarial patenté. Mais c'est une nécessité qui naît de multiples causes. Par exemple, il y a des métiers que les jeunes qualifient de pénibles. Je pense à la construction, je pense au métier de la restauration. Ils jugent également que ces métiers sont parfois mal rémunérés. Il y a dans notre pays également l'absence de certaines formations, notamment en haute technologie, alors que ces formations existent à l'étranger. Nos hautes écoles également ne forment pas toujours et pas suffisamment de cadres supérieurs pour tous les secteurs de l'économie. Il y a également un manque de reconnaissance sociale de certains secteurs vis-à-vis de d'autres secteurs qui sont valorisés, et notamment déjà, on le constate, au niveau de l'école. Et enfin, il y a des profils multiculturels qui sont nécessaires à certains fonctionnements dans certaines entreprises. Et donc, ce n'est pas en augmentant l'engagement des femmes ou en encourageant les personnes âgées à travailler qu'on va régler le problème et qu'on va répondre aux besoins des entreprises. Comme l'a souligné François Longchamp, le président du Conseil d'État, le lendemain de la votation, les besoins de contingents à Genève vont continuer à être importants. Je vous cite, Monsieur le Président, « Si les contingents sont calculés au prorata de la population active, Genève se retrouvera en situation intenable. » Le projet de mise en œuvre de cette initiative, nous l'avons reçu, il est actuellement en consultation. Eh bien, je peux vous assurer qu'il recèle de nombreux écueils. En l'état, nous voyons quelques dangers, comme par exemple celui d'avoir recours à des prestataires étrangers, parce qu'à ce moment-là, la fin sera contraire à ce que l'initiative voulait au départ. Dans ces conditions, Monsieur le conseiller fédéral, notre canton, notre région ne pourront plus continuer à enrichir la Suisse. La fiscalité est une condition cadre à laquelle la Chambre, et dès 1865, lors de sa création, à laquelle elle a porté une attention soutenue. Nous avons travaillé, et nous allons encore travailler, à la troisième étape de la réforme de la fiscalité des entreprises. Nous avons participé à la consultation à la fin de l'année 2014 en y répondant. En 2007, l'OCDE et l'Union européenne ont commencé à faire pression sur notre pays. Des pressions pour que nous abrogions les régimes fiscaux spéciaux octroyés à un certain nombre d'entreprises actives à l'international. Donc ces institutions veulent qu'au fond nous pratiquions le même taux fiscal sur le bénéfice pour ces entreprises que pour les entreprises suisses. Pourquoi est-ce que c'est important que la pratique fiscale
suisse soit reconnu sur le plan international? Eh bien, simplement parce que nous gagnons 1 franc sur 2 à l'étranger. Et en plus, l'installation et la présence de multinationales apportent des sources de richesse en Suisse en général et à Genève en particulier. M. Poncet l'a dit, les multinationales concernées par la mobilisation des statuts fiscaux, c'est 20 000 emplois directs, auxquels s'ajoutent les emplois indirects. On sait que pour chaque place de travail dans une multinationale, il y a un facteur de multiplication d'1,6. Donc ce sont plus de 30 000 emplois indirects et induits dans le reste de l'économie genevoise. Ce sont les services aux entreprises, ce sont les fournisseurs. Pour Genève, seule une baisse généralisée du taux d'imposition ordinaire va nous permettre de réussir cette réforme. Cette réforme consiste à modérément augmenter le taux fiscal pour les multinationales qui sont au bénéfice de statuts fiscaux, pour les inciter à rester à Genève et pour maintenir l'emploi local. La Chambre soutient depuis le début la proposition du taux à 13% formulée par le Conseil d'État. Ce taux d'imposition à 13% permettra un allègement considérable pour les charges des sociétés ordinaires. Mais bien sûr, qui dit allègement des charges d'un côté, dit aussi manque à gagner pour le canton. Et là, il est clair que les coûts de cette réforme ne doivent pas venir en charge sur les personnes physiques. Je crains, monsieur le conseiller fédéral, que la Confédération ne doive, dès lors, compenser cette perte au moins jusqu'à une hauteur de 50%. En 2014, dans le domaine de l'énergie, la CCIG a multiplié les occasions de relayer les préoccupations des entreprises. Dans chacune de nos prises de position, nous avons rappelé que la rénovation de la politique énergétique devait tenir compte des réalités économiques. Personne ne remet en cause le soutien aux énergies renouvelables, absolument personne. Mais la nouvelle stratégie énergétique ne doit pas se faire contre les entreprises, mais avec les entreprises. En matière de mobilité, la direction de la Chambre a pris acte du résultat de la votation sur la traversée de la Rade. Ce résultat tourne définitivement la page de ce projet de moyenne traversée. Dans la foulée, la Chambre de commerce, associée au PDC et au PLR, a lancé l'initiative pour la grande traversée du lac. L'initiative a abouti, haut la main, nous nous en réjouissons. Mais la priorité absolue en matière de circulation et de mobilité à Genève, mesdames et messieurs, reste l'augmentation de la capacité de l'autoroute entre Nyon et la douane de Bardonnay. Certes, ce tronçon figure sur la liste de l'Office fédéral des routes comme un goulet d'étranglement qu'il faudra éliminer. Monsieur le conseiller fédéral, nous comptons, tous les chefs d'entreprise qui sont dans cette salle ce soir, comptent sur vous pour que l'élargissement de cette autoroute devienne une des priorités de la Confédération. Les activités de la Chambre, mesdames et messieurs, vous le savez, s'inscrivent également dans ce que fait la force de l'esprit de Genève, à savoir la capacité de permettre la résolution de litiges, qu'il s'agisse de litiges politiques ou commerciaux. L'année dernière a été marquée par un nombre record d'arbitrages internationaux initiés par la Chambre. Ce dossier est géré depuis plus de 8 ans par Éric Bizel, qui est membre de la direction. Éric Bizel va nous quitter à la fin du mois d'avril. J'aimerais ici le remercier pour son engagement ces 8 dernières années. Lorsque l'on fête 150 ans d'existence, c'est l'occasion de regarder dans le rétroviseur et de mesurer le chemin parcouru. C'est toujours bon de se rappeler d'où l'on vient et de mettre les choses en perspective. Mais la Chambre de commerce, mesdames et messieurs, est d'abord là pour servir ses membres. Nous en comptions, à la fin de l'année 2014, 2200. C'est un record depuis la création de la Chambre. Dans notre monde en constante évolution, nous ne pouvons faire cela qu'en regardant devant nous et en nous interrogeant constamment sur la meilleure manière de répondre à vos besoins. L'une des réponses que nous apportons est au travers d'un nouveau site Internet que vous avez pu découvrir ce matin. Il ne s'agit pas simplement d'un lifting esthétique. Il y a de nouvelles prestations qui figurent sur ce site. Je ne vais pas vous les expliquer ce soir. Je vous les laisse découvrir dans les prochaines semaines. J'ai terminé mon rapport, Monsieur le Président. Merci pour votre attention.
Je remercie notre directeur pour son rapport. Comme à notre habitude, je vous propose de discuter de ce rapport à l'issue de la présentation des comptes de l'exercice 2014. J'aborde maintenant le point 4 de l'ordre du jour. Je donne la parole à notre trésorier, M. Mark Van Hove, qui va vous présenter les comptes de l'exercice 2014, ainsi qu'une proposition de budget pour cette année. Mark, tu as la parole. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, en tant que trésorier de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014. Les tableaux et chiffres détaillés pour les comptes de résultats et bilans sont disponibles sur le site Internet de la Chambre depuis le 10 mars dernier. Je vais donc me limiter à en souligner les éléments et agrégats principaux. Le compte d'exploitation fait état de recettes d'un total de 5 090 710 francs en progression de 4% par rapport à l'exercice précédent. 52% des recettes sont constituées des émoluments perçus pour les carnets ATAP, certificats d'origine et autres légalisations. Les cotisations représentent 21% des recettes, en hausse grâce à l'excellent travail de la cellule dédiée au recrutement de nouveaux membres. Le sponsoring et recettes publicitaires sont en hausse aussi de 19% pour se fixer à 662 132 francs, tandis que les frais perçus pour l'arbitrage s'élèvent à 391 408 francs, en hausse de 17,7% par rapport à l'exercice précédent. Les charges d'exploitation se montent à 5 077 734 francs. Le poste le plus important est constitué des frais de personnel représentant 66% des charges, suivi des frais liés aux manifestations, assemblées générales, événements économiques et tous les séminaires et conférences organisés par la Chambre chaque année, et des dépenses pour les actions, conditions cadres et soutien à l'économie, ici pour un montant de 166 172 francs. Les amortissements pour l'année s'élèvent à 139 596 francs, principalement des amortissements sur l'immeuble récemment rénové que j'espère vous avez visité. Le résultat d'exploitation est positif et s'établit à 12 976 francs. Il convient ici de rajouter un résultat sur titre et placement de 340 130 francs, dont 259 739 francs sont des gains constatés mais non encore réalisés. Il faut souligner le caractère aléatoire de ces produits malgré une gestion réfléchie et précautionneuse. Les marchés financiers sont ce qu'ils sont et resteront probablement. Le résultat de l'exercice s'établit ainsi à 353 106 francs que votre Conseil vous propose de reporter en augmentation des fonds propres. Le total de bilan au 31 décembre 2014 s'élève à 8 521 032 francs. Les fonds propres après report du résultat de l'exercice se montent à 5 692 101 francs. À noter que l'actif immobilisé ascende à 2 765 608 francs, essentiellement constitué de notre immeuble, actif en face duquel nous mettons une dette hypothécaire de 1 200 000 francs. Le budget 2015. Le budget que je vais sommairement vous présenter prévoit des recettes évaluées à 5 653 500 francs et ne tiennent compte d'aucun produit financier. Nous tablons sur une légère progression du poste cotisation grâce à un service aujourd'hui structuré et l'impact de la revalorisation des cotisations à compter du 1er janvier 2015. Les émoluments ainsi que les recettes liées à l'arbitrage aussi en légère hausse, confirmant la tendance constatée en 2014. De même pour le sponsoring en forte hausse en cette année du 150e, prouvant l'amitié qui est portée à la Chambre. Quant aux dépenses, leur volume total est en progression compte tenu des festivités du 150e. Le budget présente cependant un résultat positif de 10 725 francs, après dissolution d'une provision de 50 000 et des amortissements de 131 700 francs. Les dépenses de soutien à l'économie sont ici budgétées à 360 000 francs pour l'exercice au vu des enjeux de l'année. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée.
Merci Marc pour ton excellente collaboration et ton dévouement au service de la Chambre. Comme annoncé dans la convocation à notre Assemblée, nous ne procéderons pas à la lecture du rapport de la Société fiduciaire, puisque vous avez eu la possibilité de la lire sur le site Internet. Un membre souhaite-t-il néanmoins poser une question à nos réviseurs? Ce n'est pas le cas. Alors j'en profite pour saluer M. Dominique Rivollet et leur merci, ainsi que ses collaborateurs pour leur révision et leurs précieux conseils. Puisqu'il n'y a pas de questions, j'ouvre donc la discussion sur le rapport d'activité du directeur, les comptes 2014 et le budget 2015. Avez-vous des questions, commentaires, suggestions? Je n'en vois pas. Je vous propose, pour gagner du temps, de voter sur les 3 rapports en une fois. Quelqu'un a-t-il une objection? Ce n'est pas le cas. Je prie donc les membres qui approuvent ces rapports de bien vouloir lever la main. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Ce n'est pas le cas. Donc je déclare le rapport et les comptes de l'exercice 2014 approuvés à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous propose maintenant de passer au point 5 de l'ordre du jour, soit le vote de la décharge du Conseil. Un membre demande-t-il la parole à ce sujet? Ce n'est pas le cas. Je passe donc au vote en rappelant aux membres du Conseil qu'ils sont tenus de s'abstenir. Les membres qui approuvent cette décharge voudront bien la manifester en levant la main. Des oppositions? Des abstentions? Ce n'est pas le cas. Je constate donc que vous donnez décharge au Conseil pour l'exercice 2014. Au nom de mes collègues du Conseil, je vous remercie de votre confiance. J'en profite également pour remercier la direction, les collaborateurs de la Chambre, pour l'engagement dont ils font preuve tout au long de l'année en gérant avec diligence, efficacité et esprit d'entreprise les nombreuses activités de la Chambre. Je passe au point 6 de l'ordre du jour, qui est la désignation du contrôleur aux comptes. La Société fiduciaire d'expertise et de révision SA a assumé le mandat de contrôleur pour la 3e année consécutive à notre entière satisfaction. Elle a su maintenir les très bonnes relations qu'elle avait établies avec le Conseil et les collaborateurs de la Chambre. Par conséquent, le Conseil vous propose de renouveler son mandat pour 1 année. Quelqu'un demande-t-il la parole à ce sujet? Ce ne semble pas être le cas. Passons donc au vote. Les membres qui approuvent cette proposition voudront bien lever la main. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Ce n'est pas le cas. Le mandat de la Société fiduciaire d'expertise et de révision SA est donc accepté pour 1 an. Je la remercie une fois encore pour son excellent travail et me réjouis de collaborer à nouveau avec elle. Je passe maintenant au point 7 de notre ordre du jour, à savoir les élections au Conseil. Selon l'article 15 de nos statuts, les membres du Conseil sont élus pour 2 ans et immédiatement rééligibles, la durée cumulée de leur mandat n'excédant pas 12 ans. Quittent cette année le Conseil, messieurs Guy Vibourel et José Silva. Monsieur Guy Vibourel est entré au Conseil en 2007 en tant que directeur général de Migros Genève, afin d'y représenter le secteur de la grande distribution. En 2014, il a remis son poste de directeur général et a pris la présidence du conseil d'administration de Migros. Durant ces 8 années passées au conseil de la CCIG, M. Vibourel y a apporté la voix non seulement d'une entreprise majeure de l'économie cantonale et suisse, mais surtout de tout un secteur économique d'importance pour l'activité économique dans son ensemble. Je le remercie pour l'excellence de notre collaboration tout au long de ces années. Monsieur José Silva est entré au Conseil en 2012 en tant que directeur général du Four Seasons Hôtel des Bergues. Ayant été appelé à Paris pour y reprendre la direction du Four Seasons Georges V, Monsieur Silva a quant à lui démissionné du Conseil en cours d'année. Je le remercie de notre excellente collaboration. Je souhaite remercier chaleureusement ces 2 personnes au nom du Conseil, du Bureau et des collaborateurs de la Chambre pour le temps qu'ils nous ont consacré, ainsi que pour leur contribution, les idées et l'expérience qu'ils ont mises au profit de nos activités.
merci pour eux, sont rééligibles cette année et ont accepté de se représenter. Mesdames Laurence de la Serna, directrice générale de Jean Gallet S.A., Antonietta Frangi, partenaire chez Cougar Partners et membre du bureau du conseil de la CCIG, ainsi que messieurs Claude Bagnoux, membre de la direction générale de la Banque cantonale, Christian Berlevant, associé de ProCab Studio SA, Jean-Luc Dumont, Head of Managed Services West chez Swisscom, Olivier Dunant, associé chez Mayer Lustenberger Lachenal, avocat, Stéphane Fallot, vice-président Investments and Business Development chez Firmenich, Marc Favre, agriculteur-viticulteur au domaine des grands buissons, Robert Fellman, directeur associé de Fellman Associés SA, Denis Aran, consultant senior à Sorel IES Group, François-Paul Journe, maître horloger constructeur à Montre Journe SA, Gilles Ruffenard, directeur général de la clinique des Grangettes, Patrick Schribert, directeur général du Pont de Nemours et membre du bureau du conseil de la CCIG, Nicolas Tamari, CIO de Sucafina SA, et votre serviteur, associé commanditaire chez Bordier et compagnie. Je vous propose d'approuver par un seul vote le renouvellement pour 2 ans des mandats arrivant à échéance. Y a-t-il une opposition à cette procédure? Puisque ce n'est pas le cas, les membres qui acceptent ces élections voudront bien le manifester en levant la main. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Ce n'est pas le cas. Je constate donc que le mandat de ces membres du Conseil a été renouvelé pour 2 ans. En leur nom, je vous remercie de la confiance que vous leur témoignez. Le Conseil vous propose d'élire les nouveaux membres suivants. Afin de renforcer la représentation du secteur des services aux entreprises au sein du Conseil, nous vous proposons la candidature de Mme Marie-Claire Messerly, présidente de Messerly Nettoyage SA. Après des études à l'Université de Genève, Mme Messerly s'engage dans l'entreprise familiale dès 1975. En parallèle, elle est active au sein de nombreuses associations professionnelles. Ancienne présidente du groupement des entreprises de services et de propreté, Mme Messerly a siégé plusieurs années au conseil de direction de la Fédération des entreprises romandes à Genève. Suite au départ de M. Guy Vibourel comme représentant du secteur de la grande distribution, nous vous proposons la candidature de son successeur à la direction de Migros Genève, M. Philippe Echenard. Né en 1963, M. Echenard est diplômé de l'École hôtelière de Lausanne et de l'Université de Stanford. Il a occupé plusieurs fonctions de direction au sein de l'entreprise McDonald's en Suisse et en Slovaquie avant de rejoindre SV Group en tant que CEO en 2001. En 2014, M. Echenard a pris la succession de Guy Vibourel en tant que directeur général de Migros Genève. Afin de renforcer la représentation des PME et des métiers liés à l'immobilier et à la construction, nous vous proposons la candidature de M. Gilbert Anchaud, administrateur associé de l'entreprise Gilbert Anchaud SA. Né en 1966 à Genève, M. Anchaud est diplômé du Centre horticole de l'Huillier en architecture paysagère et au bénéfice du brevet fédéral. Entrepreneur indépendant dès 1988, il est également administrateur de Green Art SA à Genève et actif des 2 côtés de la frontière, gérant de la société française Les Architectes du Paysage, SIS à Archamps. Suite au départ de José Silva comme représentant du secteur de l'hôtellerie, nous vous proposons la candidature de M. Alain Rigazzi, directeur général de l'hôtel Warwick à Genève. Né en 1954 à Lausanne, M. Rigazzi est diplômé de l'école hôtelière de Lausanne et de l'université Cornell. Il est au bénéfice d'une longue carrière internationale dans la direction d'hôtels. Depuis 1991, il a ainsi dirigé des établissements appartenant à des groupes hôteliers prestigieux dans de nombreux pays, d'Israël aux États-Unis et de l'Égypte aux Émirats arabes unis et à l'Indonésie. Afin de renforcer la représentation du secteur de l'horlogerie,
nous vous proposons la candidature de M. René Stely, sous-directeur chez Rolex SA et responsable du département exportation. Né à Berne en 1954, M. Stely a effectué ses écoles à Genève et est au bénéfice d'une formation commerciale avec spécialisation en logistique internationale. Ayant démarré son activité professionnelle auprès de divers transitaires genevois, il se spécialise dans la gestion de la logistique internationale dans l'industrie d'exportation avant d'entrer chez Rolex il y a 22 ans. Mesdames et messieurs, je vous propose d'approuver par un seul vote l'élection de ces 5 nouveaux membres au Conseil. Y a-t-il une opposition? Si tel n'est pas le cas, je passe au vote. Les membres qui acceptent ces élections voudront bien le manifester en levant la main. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Ce n'est pas le cas. Je vous remercie de la confiance que vous leur témoignez par votre vote. Je passe maintenant au dernier point de l'ordre du jour, à savoir les propositions individuelles. Y a-t-il des propositions individuelles? Ce n'est pas le cas. Je déclare donc close la partie statutaire de cette 150e Assemblée générale. Le procès-verbal de cette Assemblée sera disponible prochainement sur notre nouveau site. Conformément à l'usage, un membre du gouvernement cantonal a bien voulu répondre à notre invitation et nous apporter un message de la part du Conseil d'État. J'ai donc le plaisir d'accueillir ce soir le président du Conseil d'État, M. François Longchamp, à qui je passe la parole. Monsieur le conseiller fédéral, mes chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et municipales, monsieur le président de la Chambre, monsieur le directeur général, mesdames, messieurs. Lors de l'Assemblée constitutive de la Chambre de commerce en 1865, son vrai fondateur, Ernest Pictet, fixait un devoir, celui, disait-il, d'éclairer le gouvernement cantonal et fédéral de ses renseignements et de leur adresser des demandes et suggestions. Votre 150e anniversaire nous offre ce soir l'occasion d'un regard en arrière. Et là, surprise, il apparaît que le passé et l'avenir ne se succèdent pas, mais parfois se superposent et s'entremêlent. Les débats d'hier sont ceux de demain, et réciproquement. Aujourd'hui, la place financière est concernée au premier chef par l'échange automatique d'informations exigé par nos partenaires internationaux au nom de la lutte contre la fraude fiscale. En 1933 déjà, le directeur de la Chambre de commerce affirmait, et je demande à mon collègue Serge Dalbousco d'être extrêmement attentif, affirmait « Le département genevois des finances devait encourager ses fonctionnaires à rechercher les contribuables qui se cachent, car ce qui nous intéresse, c'est l'équilibre du budget de l'État. » 50 ans plus tard, en 1988, la Chambre s'inquiétait d'un autre phénomène, le franc fort. Elle rappelait aux autorités d'alors que l'industrie suisse conserve des atouts, le respect des délais de livraison, la qualité des produits et la stabilité des prix, même si ceux-ci sont élevés à cause du franc fort. On le voit par ces exemples, l'économie n'est jamais monolithique. C'est un corps vivant, agité de cycles naturels, passant de l'hiver à l'été, de la pluie au soleil. Les constats, toujours, demeurent, même si les paramètres changent. Pour fonctionner au mieux, l'économie privée attend deux choses simples de l'État: une stabilité institutionnelle et juridique et une administration qui fonctionne. Longtemps, la Suisse a été stable et prévisible. C'est pour cela peut-être qu'après avoir terminé sa carrière de mannequin, Faye Dunaway a eu un jour ces propos.
Lorsque j'avais 20 ans, disait-elle, j'étais comme la Suisse, belle mais ennuyeuse. Sur le plan institutionnel, la Suisse fut longtemps belle mais ennuyeuse. Une mécanique parfaite, mais jamais de surprise. Ces temps ont changé. Autrefois terre du consensus et du compromis, la Suisse est devenue une étrange bête institutionnelle où siègent au sein même des divers gouvernements des forces qui peuvent s'opposer systématiquement à son action. Autrefois très prévisible en matière de droits populaires, notre pays donne aujourd'hui le sentiment de jouer souvent son avenir à la roulette russe. En moins d'1 an, les citoyens se seront ainsi prononcés sur la suppression des forfaits fiscaux, sur l'initiative Ecopop qui stoppait toute croissance dans notre pays, sur la suppression de la TVA et son remplacement par l'essence à 5 francs, et bientôt sur un impôt sur les successions applicable rétroactivement à des héritages déjà liquidés. Mais la roulette russe est un jeu dangereux, car parfois la balle part. Le 9 février 2014, la Suisse, divisée comme jamais entre ses villes et ses campagnes, entre les cantons riches et ceux qui le sont moins, et entre ses 3 régions linguistiques, a adopté une initiative qui veut, dans les 3 ans, tout à la fois instaurer des contingents et maintenir les accords bilatéraux qui prônent l'inverse. Mesdames et messieurs, cette instabilité n'est pas bonne pour notre pays, car les enjeux qui se posent à son économie sont importants. Dans les 3 ans qui viennent, la fiscalité de nos entreprises devra être conforme aux standards mondiaux, faute de quoi nous ne pourrons plus exporter. Pour notre canton, c'est la mère de toutes les batailles. Un taux unique et équitable pour toutes les entreprises, fixé à 13%, est le seul moyen de garantir une prospérité durable à Genève. C'est aussi, face au franc fort, la seule solution praticable pour donner un peu d'air à certains secteurs particulièrement touchés. C'est pour cela que notre gouvernement entend accélérer le calendrier. Dès que le Parlement fédéral se sera prononcé, le Conseil d'État déposera les projets de loi idoines. Sur le plan cantonal, nous devrons travailler ensemble, avec les milieux économiques et tous les partenaires sociaux, pour proposer au Grand Conseil et à la population genevoise une solution équitable, avec de justes contreparties en matière de financement de la petite enfance, afin de réunir une majorité. L'accès à la main-d'œuvre est l'autre grand souci qui nous occupe. La population genevoise a massivement soutenu le principe de la libre circulation, confirmant ainsi la position unanime de son gouvernement. La Suisse en a décidé autrement. Le Conseil fédéral nous associe de près aux recherches de solutions et nous vous sommes gré, Monsieur le conseiller fédéral, de nous recevoir chaque mois à Berne pour faire un point de situation. Nous savons que votre Conseil veut éviter la bureaucratie invraisemblable qu'exige désormais l'initiative. Nous savons aussi que notre population attend des mesures plus incisives pour assurer à tous nos concitoyens qui veulent et peuvent travailler la possibilité de le faire. Cela suppose de raffermir le partenariat social et de rendre les mécanismes de lutte contre le dumping salarial plus volontaristes. Cela suppose aussi un effort maximal des entreprises pour privilégier la main-d'œuvre locale lorsque cela est possible et éviter les préjugés à l'endroit des demandeurs d'emploi plus âgés. C'est à ce prix que nous pourrons, ensemble, renverser la tendance, car le moment viendra où la Suisse devra revoter pour dire clairement si elle préfère des contingents ou la libre circulation. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, affirmait le cardinal de Retz. On ne sortira donc de l'ambiguïté actuelle qu'avec, à terme, une nouvelle consultation du peuple, en lui posant clairement la question, mais en ayant aussi apporté une meilleure réponse à nos concitoyens inquiets. Monsieur le conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, la Suisse a besoin de l'équilibre qui permet à notre économie de se développer,
à notre population d'avoir un emploi et à notre pays d'être prospère. Je forme ici le vœu que la Chambre de commerce continue à y contribuer pour au moins 150 ans. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour votre message. Je ne sais pas si vous aimez la roulette russe. Quant à moi, ce n'est pas le cas et j'espère donc que le 14 juin prochain, nous ne nous tirerons pas une balle dans le pied. Comme vous le savez, nous fêtons aujourd'hui notre 150e. Nous avons donc souhaité donner une dimension particulière à cette assemblée en invitant Monsieur le conseiller fédéral Johann Schneiderhammann, chef du département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. J'ai le plaisir et l'honneur de vous céder la parole. Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président du Grand Conseil, Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les députés aux chambres fédérales et au Grand Conseil, Monsieur le Président de la CCIG, chers membres, chers invités, chers entrepreneurs, Mesdames et Messieurs, en feuilletant la documentation qui m'a été remise pour la préparation de ce discours, une phrase de votre premier rapport d'activité de 1865 m'a sauté aux yeux. Je cite: « En terminant ce court exposé de l'état de notre commerce, la Chambre de commerce saisit cette occasion de remercier le Conseil de la Confédération, en particulier la conclusion de traités de commerce avant la plupart des États limitrophes ne saurait être, en somme, qu'avantageuse à l'intérêt général. » Fin de citation. C'est intéressant. Il y a 150 ans, tout comme aujourd'hui, ce que les entrepreneurs saluent, c'est le libre accès au marché. Et aujourd'hui, tout comme il y a 150 ans, le libre accès au marché est une des clés de voûte de la politique commerciale extérieure de notre pays. Votre rapporteur a ajouté par ailleurs, et je le résume, ce système de traité n'est cependant bon qu'à une condition. Il ne doit être qu'un système de transition vers le libre-échange. Aujourd'hui, nous avons quasiment ce libre-échange avec nos voisins. Les entrepreneurs genevois voyaient loin, dans le temps et dans l'espace. La lecture de ces extraits est aussi une leçon d'humilité. Ce que nous appelons la globalisation ne date pas de hier. Grâce à l'engagement d'innombrables chambres du commerce en Suisse et dans le monde, cette globalisation était déjà réalité à la fin du XIXe siècle. Seulement voilà, 2 guerres mondiales, 2 catastrophes totalitaires, une guerre froide et 3 refondations de l'ordre international ont bouleversé le monde depuis 1914. Le rêve de marchés libres et globaux a connu de sérieux coups de frein. C'est seulement depuis 1991 que le monde semble à nouveau prêt à jouer la carte d'une économie mondiale intégrée. Certes, le chemin reste chaotique. Les disputes et controverses restent vives, je pense notamment à l'OMC. Mais au cours de sa longue histoire, votre Chambre a su naviguer sur ces eaux tumultueuses en participant aux débats publics et en contribuant aux prises de décision. Vous avez ainsi permis à l'économie de votre canton de s'adapter, de se développer.
Il est ainsi devenu l'un des moteurs de ce formidable axe de prospérité et de croissance qu'est devenu l'arc lémanique dont Genève est un des pôles. C'est une réalité incontournable, désormais largement reconnue en Suisse alémanique. Je pense que les membres fondateurs de votre Chambre seraient fiers de la Genève d'aujourd'hui. Ils auraient en tous les cas toutes les raisons de l'être. Du fond du cœur, je vous dis bravo, toutes mes félicitations. Mesdames et messieurs, parmi les dates dont votre Chambre est particulièrement fière, permettez-moi d'en citer 3 pris presque au hasard. La création du port franc en 1887, l'élaboration de la loi cantonale sur les allocations familiales en 1943 et le lancement du CEVA en 2011. Cela donne un petit aperçu de l'ampleur et de la diversité des activités d'une chambre de commerce engagée et entreprenante. Pour vous, la gestion du changement est une réalité vécue, pas de la théorie. Vous constituez le lien indispensable entre la politique, l'économie et la société. Sans votre engagement, un ministre de l'économie ne pourrait pas exister. Surtout pas un ministre de l'économie libéral comme moi. Vous remplacez, grâce à votre engagement, intéressé certes, mais aussi civique, des armées de fonctionnaires. Ceux qui disent que dans notre économie globalisée, les chambres du commerce sont dépassées ont tout simplement tort. Tout d'abord parce que l'économie n'est pas le fait des seules multinationales. Loin de là. En Suisse, vous le savez, 99% des entreprises sont des PME. Elles fournissent 2/3 des emplois. C'est elles qui sont la réalité économique du pays. Et les chambres de commerce sont leur meilleur relais. Ensuite, parce que les chambres de commerce contribuent à ce que les problèmes soient réglés à leur juste niveau. Pour elles, la subsidiarité qui régit notre système fédéral n'est pas un vain mot. Leurs interlocuteurs sont en premier lieu leur canton. Enfin, vous veillez à ce que le débat public soit alimenté avec des idées favorisant la libre entreprise et l'esprit d'initiative. Oui, je vous le concède, la Berne fédérale est de plus en plus souvent aux commandes. Mais nous avons ainsi unifié notre espace économique interne et résolu des problèmes dépassant les cantons, ce qui permet à vos entreprises d'embrasser de nouveaux marchés. Mais que la solution soit cantonale, fédérale ou internationale, les chambres de commerce sont aux avant-postes. Ils sont la principale interface entre l'économie et la politique. Grâce à leur réseau très dense, ils sentent tous les frémissements de la vie économique, peuvent les analyser et faire des propositions nécessaires en connaissance de cause. Mesdames et messieurs, je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, un de nos principaux problèmes au niveau national, c'est évidemment le franc fort. Concurrence salariale, tourisme d'achat, pression sur les exploitations ne sont pas que des slogans. Pour les Genevois, ils font partie de leur quotidien. Inutile de refaire le débat sur l'opportunité de la décision de la Banque nationale suisse. Ce qu'il s'agit de faire, c'est d'affronter cette nouvelle réalité. Historiquement, la force du franc a toujours été un défi pour la Suisse. Mais il nous a aussi toujours contraints d'être meilleurs que nos compétiteurs. De plus, même sans taux plancher, la BNS fait tout pour réduire l'attractivité du franc pour les spéculateurs, notamment avec des taux d'intérêt négatifs.
Or, avec cette politique, l'argent qui dort perd de sa valeur. Il est donc temps d'investir et d'améliorer notre capacité concurrentielle. La place industrielle et de recherche suisse offre toujours les meilleures opportunités. Grâce à notre système de formation duale, avec d'un côté les universités et de l'autre la filière professionnelle, avec formation en entreprise, vous disposez des meilleurs collaborateurs et de la meilleure recherche. Grâce à notre marché du travail libéral, notre économie reste flexible et agile. Grâce à notre partenariat social, les problèmes peuvent être réglés dans la concordance et personne ne reste sur le bord du chemin. C'est la recette du succès suisse et je suis absolument convaincu que cela reste une recette d'avenir. Mesdames et messieurs, le franc fort n'est évidemment pas le seul problème. Nous devons aussi régler le problème de la mise en œuvre de l'initiative sur l'immigration de masse et ses conséquences sur la main-d'œuvre. Mais permettez-moi ce soir plutôt de continuer sur le thème de l'avenir. Récemment, mon département a tenu son colloque annuel. Nous avions invité les leaders de 5 start-up suisses. Chacun a eu droit à un pitch de quelques minutes. En les regardant évoluer sur scène, confiants, priants, je n'ai pas pu m'empêcher de penser combien nos jeunes ont changé. Lorsque j'étudiais, ceux qui ne voulaient pas faire la révolution et changer le monde rêvaient d'une carrière bien balisée au sein d'une grande entreprise. L'entrepreneuriat n'était pas enseigné dans nos écoles et nos universités. Les 5 jeunes gens qui sont venus présenter leur start-up devant mes collaborateurs rêvent de tout faire une révolution, de changer le monde. Mais comme entrepreneurs, ils nous ont notamment présenté une application qui permet de faire des photos en 3 dimensions à l'aide d'un simple smartphone, un robot autonome alimenté par batterie solaire, capable de faire la différence entre betteraves et mauvaises herbes et de débarrasser un champ entier de ces dernières. Et un appareil d'analyse médicale basé sur la nanotechnologie qui permet de détecter en quelques minutes des allergies possibles chez un patient. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, ils n'ont pas manqué leur effet tant sur mes collaborateurs que sur moi-même. Après cette petite demi-heure, nous savions à nouveau tous pourquoi nous nous battons dans mon département, pour que ces jeunes gens puissent réaliser leurs idées. La Suisse est riche en talents, il faut les cultiver. Ceci est d'autant plus important que la nouvelle révolution industrielle qui s'annonce va nous lancer un formidable défi. Je parle de la transformation digitale qui est appelée à tout bouleverser. Les produits que nous utilisons, l'économie qui les fabrique, les sociétés dans lesquelles elles se développent et peut-être jusqu'à la façon de concevoir et de faire la politique. Dans un récent article sur les leaders de la Silicon Valley, intitulé de façon un peu provocatrice Die Weltregierung, le gouvernement mondial, le magasin Der Spiegel a écrit « Ce qui est en marche, c'est une transformation sociale à laquelle personne ne pourra, en fin de compte, se soustraire. C'est un bouleversement comparable avec l'industrialisation du XIXe siècle. Seulement, tout va aller beaucoup plus vite. » Mesdames et messieurs, dramatiser, vous le savez, n'est
pas dans mon tempérament. Mais je souhaite te faire réfléchir. Réfléchir à ce que l'avenir nous apporte. Nous devons chercher à comprendre ce que les changements qui se dessinent signifient pour notre économie, notre marché de l'emploi, notre recherche, notre formation. Une de mes préoccupations majeures en tant que conseiller fédéral, c'est que chacun ait un travail conforme à ses talents. Pour cela, chacun doit pouvoir acquérir la meilleure formation possible. Or, la question qui se pose de façon face à la transformation qui s'annonce, c'est quels sont les métiers de demain? Cela demande un sens aigu de l'anticipation, une bonne dose de réalisme et beaucoup de vista. J'ai déjà dit que les chambres de commerce sont aux avant-postes entre l'économie et la politique, en prise avec les réalités du terrain. Si les transformations annoncées ont lieu, vous serez les premiers à en percevoir les signes avant-coureurs. Vous devez les repérer, en tenir compte et faire des propositions. Je suis persuadé que la Suisse restera capable de maîtriser son avenir. Grâce aux atouts déjà mentionnés, système de formation et de recherche, marché du travail libéral et partenariat social, nous nous avons tout en main pour façonner notre avenir plutôt que de subir les événements. Avec les futurs parcs d'innovation à Dubendorf, mais aussi autour de l'EPFL, notamment avec le nouveau centre biotech de Genève, nous augmentons encore nos chances d'être acteurs plutôt que victimes. Je partage la vision du président de l'EPFL, Patrick Ebescher, lorsqu'il dit « Toute la Suisse doit devenir un Silicon Valley ». Je suis persuadé que la Chambre du commerce et d'industrie de Genève, forte de ses 150 ans d'expérience dans la gestion du changement, jouera son rôle dans les transformations qui s'annoncent. Je vous en remercie. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral, pour vos propos. Merci aussi pour votre présence lors de cette Assemblée générale qui marque le 150e anniversaire de notre Chambre. Nous arrivons au terme de cette Assemblée. J'aimerais, Mesdames et Messieurs les membres de la Chambre, au nom de mes collègues de la direction, au nom des collaborateurs de la Chambre, vous remercier de nous encourager année après année dans l'accomplissement de notre mission. Je souhaite également remercier Vacheron Constantin qui a choisi d'être le sponsor principal pour ce 150e anniversaire. Je remercie bien sûr également... Merci. Je remercie aussi chaleureusement tous les sponsors, tous les co-sponsors et les partenaires sans qui les activités que nous organisons ne seraient pas réalisables. Nous avons décidé de marquer ce 150e anniversaire avec deux événements, celui d'aujourd'hui qui a projeté son regard un peu dans le rétroviseur, même si nous avons également parlé de l'avenir, mais nous aurons un deuxième événement le jeudi 5 novembre à Palexpo, sur toute la journée, y compris la soirée, le 5 novembre, je le disais, où nous allons poser des jalons sur l'avenir au travers d'ateliers. Monsieur le conseiller fédéral, vous avez parlé des futurs métiers. Eh bien, c'est un thème que nous allons traiter lors de cette journée qui aura pour nom la journée de Genève. Elle se tiendra à Palexpo.